Bonjour à toutes, bonjour à tous. On attaque ce flash marché du mois d'octobre avec une grosse actualité. On verra juste après. L'actualité de Force Patrimoine. Alors, c'est pas le flash marché de septembre, hein, ça sera le flash marché du mois d'octobre. On est bien le 2 octobre, pas de souci. Donc, actualité de formation location meublée, donc qui a lieu toujours en distanciel sur les formations Force Patrimoine, qui aura lieu donc les 8 et 14 octobre, où on parlera d'actualité et de cas pratiques concernant cette formation. En teasing, nous aurons d'ici la fin de l'année également deux petites formations modules qui tourneront autour de la société civile et autour du démembrement avec que 2 journées de cas pratiques. Les dates, ça sera bientôt disponible. Et puis la formation actuelle maintenant, hein, on en est à la 5e promo, vous la connaissez, c'est le certificat expert comptable patrimonial. Il nous reste quelques places. Formation de 120 heures, 15 jours, où on balaye quasi l'intégralité de tous les thèmes et là, une partie pratico-pratique pour la détection des missions et la mise en place des missions au sein du cabinet d'expertise comptable. Donc, tous les thèmes du conseil patrimonial, tous les thèmes essentiels seront abordés et approfondis autour de 15 jours de formation, 120 heures. C'est ce qui est minimum pour afficher votre spécialisation sur votre site internet et donc ça sera reconnu comme une spécialisation auprès de l'ordre des experts comptables. Vous avez sur le support les différents thèmes. La dernière journée, on passe quelques petits cas de bilan patrimonial. On monte en puissance, en crescendo, pour un cas, on va dire, un petit peu plus complexe. La formation a lieu du 6 novembre au 15 janvier, donc vous avez toutes les dates en scannant le QR code ou sur le site de Force Patrimoine. Merci pour votre écoute. Maintenant, je laisse la place à Émilie qui va nous présenter les invités du jour euh, et puis l'actualité du mois d'octobre. Bonjour à tous, ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce flash marché. Comme d'habitude, nous ferons le point macroéconomique avec du coup nos asset managers, donc Louis-Charles Nero de JP Morgan, Christophe Fernandez pour Fidelity et Sébastien Textoris pardon, de Amundi. Nous ferons après le point macroéconomique l'analyse d'un fonds assuré par Fidelity et Yufeng, puis le point prêt equity avec Sarah Gabetti. Thématique du jour, cap sur la Chine. Et sans plus tarder, je laisse la main à nos asset managers. Louis-Charles, à toi l'honneur et très bonne écoute à tous. Merci beaucoup, Émilie. Effectivement, moi, je suis ravi d'être ici, de pouvoir vous parler un petit peu, de décrypter la macroéconomie à la fin de ce troisième trimestre. Les grands thèmes donc moi, je suis pour JP Morgan Asset Management, vous l'avez compris. Les 3 thèmes qu'on peut retenir sur ce troisième trimestre, c'est toujours des tensions liées aux taxes douanières aux États-Unis, donc qui ont continué. On en a beaucoup parlé toute une partie de l'année, mais également ce troisième trimestre. L'euphorie pour l'intelligence artificielle a plutôt continué. On l'a vu notamment au mois de septembre. Les attentes pour les baisses de taux de la Fed se sont plutôt accentuées et on en reparlera. La nouveauté néanmoins, ça date d'hier, c'est tout chaud, c'est le shutdown aux États-Unis. L'impact est très clairement relativement limité, sauf pour le million à peu près de travailleurs fédéraux américains, donc ils vont voir effectivement un décalage dans le versement de leur salaire. Et ça peut poser des problèmes, notamment pour une partie d'entre eux, pour la consommation, dans la mesure où ils n'ont pas forcément le matelas d'épargne qu'on peut avoir, nous, de notre côté de l'Atlantique. Donc, dans nos portefeuilles multi-actifs, on y reviendra peut-être, on est plutôt pro-risque, modérément, mais plutôt pro-risque, même si on a confiance qu'il faut diversifier la poche américaine. Attention, si certains d'entre vous ou certains parmi vos clients sont très investis sur les actifs américains, on va de record en record et on atteint des niveaux de valorisation qui sont quand même
relativement élevé. Et donc, il faut diversifier vers l'Europe ou vers les émergents. On parlera tout à l'heure de la Chine, qui est le thème du jour, les émergents qui bénéficient notamment de la faiblesse du dollar. Donc, aux États-Unis, toujours intéressant, mais malgré tout, rester quand même très sélectif dans son approche. Après, si on parle à des Européens qui sont très investis, notamment vers l'Europe, il faut de toute façon aussi diversifier vers les États-Unis. Donc, tout est question du point de départ. On peut le voir à gauche, là, l'accélération de la croissance en Europe, malgré tout à un niveau bas, dans la zone euro, un petit peu supérieur à 1% en 2025, là où on observe une décélération aux États-Unis autour de 1,6% attendu en 2025, mais une réaccélération sans doute en 2026 avec 1,8% de croissance attendue aux États-Unis. Donc malgré tout, la croissance mondiale reste relativement robuste. Les 2 points d'attention sont la faiblesse du marché du travail aux États-Unis et le moral du consommateur américain qui est très clairement en berne. Peut-être sur le slide suivant, on regarde les indicateurs des directeurs d'achat. Nous, chez JP Morgan Asset Management, on aime bien avoir plus qu'un œil dessus, même les deux, parce que c'est des très bons indicateurs avancés de l'économie. On n'a pas de boule de cristal, mais on a les PMI et les PMI, notamment américains, sont plutôt bien orientés. Au-dessus de 50, vous savez comment ça fonctionne maintenant. Au-dessus de 50, on est en expansion. En dessous de 50, on est en contraction. Et là, on est encore en expansion, notamment aux États-Unis, au-dessus de 50, avec 52. Là, on est légèrement en dessous de 50 en Europe. Dans le slide suivant, le risque principal, évidemment, à gauche, la pression inflationniste mondiale. Le risque principal, et notamment aux États-Unis, c'est que l'inflation reparte à la hausse et donc finalement empêche la Fed de poursuivre le cycle de baisse de taux. Très clairement, c'est un risque qui peut exister. Pour l'instant, l'inflation reste contenue à des niveaux quand même plus élevés que le mandat de la Fed. Mais voilà, si l'inflation repart à la hausse, ça risque d'être très compliqué et les marchés anticipent des baisses de taux à peu près un peu moins de 2 baisses de taux cette année et 2 baisses de taux l'année prochaine. Si l'inflation repart à la hausse, ça risquera d'être compliqué parce que la Banque centrale américaine ne pourra pas baisser ses taux aussi fort que prévu. Et ça sera très décevant pour les marchés. Voilà, vous voyez encore dans le slide suivant un focus pour le coup purement sur les États-Unis, sur cette inflation. Vous voyez que l'inflation des services à droite décélère à un niveau élevé, là où l'inflation des produits non alimentaires accélère un peu. Et on peut s'attendre à un peu moins de 3% d'inflation en 2026, autour de 2,6-2,7% d'inflation aux États-Unis en 2026, donc l'année prochaine. L'impact du coup sur le slide suivant sur les baisses de taux, à gauche, je vous le disais, le marché attend à peu près 1,6 baisse de taux, donc ça c'est le consensus des analystes. Nous, on s'attend plutôt à 2 baisses de taux en 2025, on est plutôt relativement positif, et encore 2 baisses de taux en 2026, ce qui amènerait un taux terminal aux États-Unis autour de taux directeur autour de 3%, toute fin de 2026. Voilà, ça c'est notre, on va dire notre scénario central. Sur le slide suivant, c'est vrai, le gros sujet, et partons, le sujet que vous avez sans doute avec certains de vos clients, la dette, évidemment. On en parle surtout en particulier en France, mais on doit aussi en parler aux États-Unis. À gauche, vous voyez en Europe, certains pays, suivez à mon regard, sont très endettés, donc je pense effectivement à la France. Mais sachez qu'aux États-Unis, les États-Unis sont aussi très endettés. C'est un sujet assez récurrent, c'est plutôt un sujet long terme. Tant que la croissance tient, tant qu'il y a de la consommation, ça peut aller. Mais il ne faudrait pas qu'il y ait du sable dans la machine. Sinon la dette deviendrait très vite hors de contrôle. À court terme, en Europe, les investissements, enfin le seul pays qui pouvait se permettre de faire finalement des relances budgétaires l'a fait, à savoir l'Allemagne. Et ça, c'était vraiment le gros changement de début d'année. Et donc des investissements publics dans des infrastructures, dans le secteur de la défense, la possibilité aussi de sortir les investissements de la défense du fameux 3% en Europe.
Ça, c'est un vrai changement qui a donné un vrai boost pour l'économie européenne en cette année 2025, qui a été, en tout cas sur la première semestre, un peu la surprise positive, puisqu'on ne l'attendait pas forcément. J'avance un peu sur là, le slide suivant, non, celui d'avant, pardon, encore avant, voilà, le taux d'épargne, non, voilà, celui d'après, pardon. Voilà, le taux d'épargne excédentaire des ménages. Vous voyez qu'aux États-Unis, là, vous voyez le point de pourcentage par rapport à la moyenne entre 2015 et 2019. Mais vous voyez qu'on est, la zone euro et le Royaume-Uni continuent à épargner fortement, là où les États-Unis épargnent relativement peu. C'est un peu, on va dire, la consommation et non l'épargne. C'est plutôt, c'est assez récurrent. Enfin, c'est un peu symptomatique des États-Unis. Et en Europe, on est beaucoup plus écureuil, on épargne, mais c'est vrai qu'on épargne fortement. Et sans doute un peu trop. L'idée aussi, c'est de faire investir plus les Européens. Le taux d'épargne, si on regarde en France, a atteint des niveaux records, 19%. Mais c'est aussi ce qui permet, sans doute d'ailleurs, si on parle de la France, ça permet à la France notamment de ne pas trop dégrader sa note, qui a été déjà dégradée une fois. Mais le matelas d'épargne conséquent des investisseurs français fait qu'on n'est pas complètement aux fraises dans les notations, notamment de Standard & Poor's ou de Moody's. Dans le slide suivant, et encore celui d'après, on voit ce dont je vous parlais. Le point vraiment d'inquiétude, c'est aux États-Unis, la confiance des ménages américains. Donc ils continuent à consommer, il y a une propension à consommer, même si ça s'est un petit peu réduit. Mais beaucoup d'Américains ont relativement peu confiance dans l'avenir, ou en tout cas à court terme. Ils attendent de voir quel sera l'impact des droits de douane, si ça va créer plus d'inflation, s'ils vont pouvoir remplir le frigidaire, continuer à consommer. Et donc ça, voilà, c'est vraiment le point d'attention avec l'emploi, c'est vraiment la confiance des ménages américains. On n'est pas à des niveaux de récession, mais voilà, c'est un point d'attention assez important. Également sur le slide suivant, les chiffres de l'emploi qui non, pardon, pourquoi on est déjà sur oui, celui d'avant, pardon. Celui sur le slide 16. Voilà, celui-là, merci. Non, bon, j'avais un slide sur le marché du travail qui me semblait effectivement un point important. Ça se détériore un petit peu aux États-Unis avec un taux de chômage à 4,3% aux États-Unis, et ça, c'est un sérieux point d'attention. Après, j'avais des éléments à vous partager sur la Chine, sur les moteurs de croissance en Chine. Les indicateurs sont pas tellement au beau fixe, et notamment la consommation et plutôt la confiance des ménages chinois. Néanmoins, et paradoxalement, ça peut porter les marchés chinois. Pourquoi? Parce que la Chine, pardon, a prévu 5% de croissance du PIB en 2025. Là, on n'y est pas encore. Donc, sur ce dernier trimestre, il peut y avoir un effet de boost, de relance budgétaire, de relance monétaire, et qui peut redynamiser les actifs chinois ou continuer à les dynamiser, puisqu'ils se sont plutôt bien portés. Les actions chinoises se sont bien portées en 2025. Le point d'attention, c'est néanmoins que dans les valorisations, là où c'était pas très cher, notamment les techs deviennent très clairement plus chers. Et je pense à certains investisseurs qui pendant longtemps ont sous-performé en Chine, je pense depuis 2022, 2023, 2024, et certains ont pu sortir en fin d'année dernière. Et donc, on raté le rebond, comme quoi il faut être vraiment vigilant et on va dire très discipliné dans ses investissements, et parce qu'effectivement, il fallait pas sortir de la Chine. Voilà, sur le slide suivant, on a encore après, parce que j'en ai parlé, encore après, pardon. Donc voilà, on a la valorisation des actions par région. On va un peu de record au record aux États-Unis avec du coup des valorisations qui deviennent assez élevées. Vous voyez le trait vert, c'est la moyenne depuis 1990, et actuellement le petit losange bleu est là où on était en violet. Donc on voit que c'était déjà cher, les États-Unis étaient déjà chers au début de l'année, et ils sont encore plus chers là où en Europe, on est plutôt en ligne avec la moyenne depuis 1990. Donc on est encore sur un marché européen tout à fait achetable.
Après, le marché américain, c'est pas parce qu'il est cher qu'il faut pas investir dessus. Il est cher, mais plutôt pour des bonnes raisons. Les perspectives de croissance bénéficiaire sont importantes et surtout, et je terminerai par là, sur les années prochaines, on s'attend à ce que là où c'est vraiment les techs qui ont porté, et donc le boom de l'intelligence artificielle qui a porté la performance du secteur des technologies, et ben, on s'attend à ce que les performances bénéficiaires des autres secteurs contribuent aussi à la performance globale. Et en termes clairs, il y a eu beaucoup les techs ces dernières années, mais aux États-Unis, il y aura beaucoup d'autres secteurs aussi qui peuvent continuer à performer. Je pense en particulier à la santé, qui pour le coup est un secteur qui n'est pas cher, mais qui a été encore très décevant en 2025. Là aussi, je ne sais pas si je veux faire le parallèle avec la Chine, mais la Chine n'était pas chère et a fini par performer. Bah, le secteur de la santé, faut le garder en fond de portefeuille parce que ça peut performer un jour. Voilà, je vais pas être beaucoup plus long pour laisser mes petits camarades de peut-être compléter un peu, voir si c'est des vues qui les partagent. Si juste avant, pardon, juste le dernier damier, voilà celui-là. Non, voilà celui-là, effectivement, qui montre depuis le début de l'année et sur ce trimestre, la performance avec, comme vous le voyez, l'Asie qui a bien performé, les États-Unis qui ont bien performé. Le meilleur plan cette année ou ce trimestre, mais aussi toute l'année, c'est pour un investisseur américain en Europe. A contrario, pour un investisseur européen aux États-Unis, malgré la bonne performance des marchés américains, à 14% depuis le début de l'année, et ben, quand on avait l'effet de change, et ben, on se retrouvait à peu près à 0% de performance. Donc voilà, c'est ce qui peut être très décevant pour un investisseur s'il n'est pas couvert sur la devise. Voilà, je laisse Christophe compléter ces points-là. Merci beaucoup, Louis-Charles. Je crois que tu as fait vraiment tu as bien dégrossi la situation. Moi, je vais essayer de donner un peu de perspective optimiste avec un autre élément que tu n'as pas évoqué, qui est important selon moi, mais que tu as forcément en tête, c'est le stimulus fiscal sur le marché américain qui est promis par Donald Trump, qui n'est pas Mm. arrivé encore. Donc, on a eu l'effet des taxes et évidemment l'impact que ça a. Et encore, on ne mesure pas bien l'impact encore sur les prix aux États-Unis, mais on sait que ça va arriver. Forcément, ça va créer une inflation. De l'autre côté, le revers de la médaille ou de la pièce, ça sera aussi le stimulus fiscal pour redonner du pouvoir d'achat aux Américains, ce qu'il avait promis. Donc, on attend ça aussi, qui pourrait être aussi un élément pour soutenir le marché américain, même si on l'a dit, le marché américain se comporte bien. Mais d'un point de vue européen, bah, nous, on ne bénéficie pas intégralement de la performance du marché américain du fait des devises. Mais globalement, si on fait un focus États-Unis, c'est qu'on sait que si les États-Unis vont bien, le reste du monde ira bien. Et inversement, vous le savez, quand les États-Unis se mettent à tousser, ben, toute la planète tousse. Donc, nous, on est internationaux, on regarde ça de près parce que forcément, c'est l'indicateur avancé sur tous les autres marchés. Après, je laisse Sébastien s'il veut dire un mot de sa maison sur nos vues. Et après, je passerai sur la Chine. Je te remercie Christophe pour la transition. Effectivement, Louis-Charles a été très complet et Christophe a bien complété sur le stimulus fiscal. Nous, notre vision, elle est alignée au vôtre. Le sujet, peut-être en termes de chiffres sur les barrières tarifaires, peut-être forcément, tout le monde n'a pas les données en tête, mais on est passé de 6 milliards à 30 milliards par mois de recettes fiscales grâce aux barrières tarifaires. Et la vision du groupe stratégique d'Amundi est que ça ne devrait pas être modifié dans les mois qui viennent, aux années qui viennent, malgré les efforts de Donald Trump. Donc ça, c'est pour le côté US. Nous, alors effectivement, on est très positif sur les États-Unis, qui quand même reste toujours un marché phare pour les investisseurs. On voit quand même peut-être une rotation sectorielle, effectivement. Alors, privilégier peut-être un peu plus la santé qu'on a fait auparavant versus les grandes capitalisations technologiques. Et aussi également aller chercher peut-être des tailles plus modestes, des small et mid cap qui devraient bénéficier de la baisse des taux et de belles performances dans les mois qui viennent. Donc ça, c'est un peu le point sur les États-Unis. J'avais un petit point aussi également sur la Chine. De toute façon, Christophe va en parler, il le fera très bien, il n'y a pas de sujet.
Et effectivement, en termes de rotation plutôt géographique, effectivement, privilégier peut-être les pays émergents, la Chine, et notamment également, il y a un pays qui est champion, c'est le Brésil, aujourd'hui, qui bénéficie d'une très belle économie depuis quelques mois. Le réal se comporte très bien face au dollar. Il n'y a pas eu trop de problèmes de devise. Ils ont un chômage qui est au plus bas historique. Ils ont de très forts liens avec la Chine au point de vue économique et donc et une démographie qui est très positive, contrairement peut-être à des pays où on subit des problèmes de natalité. Donc c'était voilà pour faire un petit focus sur notamment les pays émergents et le Brésil qui reste un peu le champion aujourd'hui de sa zone. Et je laisse, je n'ai pas sur l'Europe. Voilà, il y avait un petit point aussi sur l'Europe et Louis Charles l'a bien évoqué en concernant l'Allemagne et les budgets qui vont être alloués pour l'économie. Donc, je pense qu'on est assez positif aussi sur l'Europe. Donc, de ce fait, je vais laisser la parole à Christophe pour faire un état des lieux plus focus sur la Chine. Et voilà, je reste à votre disposition, bien sûr. Ah oui, j'avais un petit sujet sur l'or également, parce que vous souvenez-vous, on était venu intervenir sur l'or avec notre gérant. L'or qui bénéficie d'une performance stratosphérique depuis le début de l'année et historique. On reste quand même toujours assez positif sur l'or. Donc aujourd'hui, peut-être pas en mettre 15 à 20% dans les portefeuilles, mais en voir en approche satellite, fonds de portefeuille 5%, ça a toujours du sens. Voilà. C'était mon dernier mot. Laisse Yufeng, tu parole veux à prendre la Christophe. main? Exactement. Yufeng, tu vas? Merci Christophe. Merci tout le monde. Bah, aujourd'hui, la thématique, c'est, je vais juste partager mon écran. Attendez. Donc aujourd'hui, la thématique, c'est la Chine, comme vous avez tous bien compris. Bon, avant de commencer à expliquer pourquoi la thématique, va entrer dans le vif du sujet sur la Chine, c'est plutôt expliquer un peu pourquoi la thématique est Chine. Pour ça, je vous prépare une petite comment dire, comparaison entre les différents marchés à actions de zones géographiques principales. On peut comparer l'action, la zone action Europe, l'action émergent et l'action américaine. Si on regarde sur les 3 derniers mois sur la plateforme Investboard, on peut constater facilement que bah, la zone qui performe le mieux, c'est action émergent. C'est, comment dire, et comparé à les Américains qui est autour de 6-7%, on a une zone qui, sur 3 derniers mois, qui performe à 10%. Et c'est que si on regarde sur 5 dernières années pour voir un peu pourquoi il y a le potentiel de cette surperformance, on peut constater facilement que, en fait, sur 5 dernières années, en fait, le marché émergent surperforme largement la zone développée, je veux dire l'Europe et les États-Unis, pour une simple raison, c'est que, bah, en fait, le marché, comment dire, la zone émergente est très sensible, d'une part, à la hausse de dollar, mais surtout sur le fond, à la hausse de taux, le cycle hausse de taux des États-Unis. Pourquoi? Parce que, en fait, le bilan des banques centrales des pays émergents sont très sensibles comment dire, au taux d'emprunt sur le dollar, parce que le bilan est essentiellement libellé en dollars. Donc, une baisse de dollar, une baisse de taux de la Fed, bah, leur libère, on va dire, leur donne la liberté sur la politique à la fois budgétaire et monétaire pour relancer leur économie. Ce qui permet ce qui est favorable pour ce marché à la fois d'un point de vue financier et à la point de vue fondamental. Voilà, donc si on regarde sur l'émergent, on va essayer de comprendre parmi les pays émergents, lequel est vraiment le moteur de cette surperformance. Ben, on peut regarder le principal pays ou zone d'émergence, c'est le BRIC. Hein. Donc, il y a quoi? Bon, la Russie, c'est un peu sorti du scope. Hein. Donc, on a le Grand Chine, action à l'Amérique latine, donc y compris Brésil, tout à l'heure que Sébastien a évoqué. Et on a l'Inde, qui est également l'autre moteur de la zone émergente. Et si on regarde sur 3 derniers mois, on revient sur la même période de comparaison. Bah, on voit, c'est assez visuel, que bah, la zone qui est vraiment porteur sur ces 3 derniers mois, c'est la Chine. Et alors que latin, on va dire, aligne sur le marché émergent de manière comme une moyenne, par contre, l'Inde souffre justement de cette surperformance.
Voilà. Et on regarde un peu, justement, ce qui est intéressant, c'est au sein de la Chine, bah, pourquoi la Chine est surperforme et mieux que surperforme les autres pays émergents. Bah, d'une part, tout à l'heure, hein, Christophe a évoqué que bah, la Chine était comment dire, sous-valorisée. Et en train, je crois que c'est Louis-Charles il parlait de, bah, en fait, il y a plus de marge sur la politique monétaire et budgétaire. Et ça, si tout ça, on combine avec la baisse de taux de la Fed, bah, en fait, on va comprendre tout de suite ce que, en fait, avec la baisse de taux de la Fed, bah, la Chine, aujourd'hui, ils ont beaucoup plus de marge parce qu'encore une fois, le bilan la réserve de devises étrangères du gouvernement chinois, c'est essentiellement en dollars. Donc, c'est grâce à cette réserve-là qu'ils vont pouvoir créer plus la monnaie, la masse monétaire. Aussi, quelque part, c'est que très peu de gens savent, c'est que comment dire, la dette publique chinoise est extrêmement importante, pas le gouvernement central, mais le municipaux. Et ben, en fait, le gouvernement chinois, en général, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont mettre le dollar, mettre l'or dans des sociétés de, comment dire, gestion d'actifs publics, hein. Et ces sociétés de gestion d'actifs vont acheter des dettes de municipaux, comment dire, de collectifs, pour créer, bah, en fait, détruire ces dettes locales. Donc voilà. Donc avec une baisse de dollar, avec la baisse de taux de la Fed, ça leur permet vraiment libère énormément de la marge monétaire et budgétaire. Voilà, ça c'est pourquoi la Chine aujourd'hui, elle est intéressante. Et par contre, ce qu'on peut entrer, c'est de regarder un peu dans le détail encore un peu plus loin, c'est dans le côté marché-action chinoise, quels sont les différents facteurs qui performent le mieux? Toujours une question de zone géographique, on a Chine A, donc c'est vraiment les actions domestiques chinoises. On a les actions hongkongaises, qui sont toutes les grandes entreprises chinoises qui veulent faire appel à de capitaux étrangers, donc qui sont listées sur le marché hongkongais. On a Taïwan, qui fait partie de la zone Grand Chine, qui est en réalité très différent d'un point de vue politique, financier et aussi sectoriel comment dire, que le continent. Et vous allez voir, sur ces 3 derniers mois, leurs performances sont très divergentes. Donc, on a ce fois vraiment la Chine A, Share A, ce qu'ils appellent, c'est le mainland qui performe le mieux qui surperforme énormément Taïwan, qui ne fait que moitié du continent. Voilà. Et pourquoi? Bah, si on regardait sur 5 dernières années, on va très vite avoir l'explication. C'est que on est dans une pure, vous voyez, sur 5 dernières années, Taïwan a surperformé énormément le continent. Donc, on est dans un pur effet de rattrapage euh, entre interzones de la Chine. Et d'ailleurs, ce qu'on peut voir, ce qui est très intéressant, c'est que si on regarde comment dire, en termes de corrélation, la Chine avec Taïwan, voilà, c'est que 27% de corrélation, c'était de deux zones, mais s'ils se trouvent dans la Grande Chine, ils sont pas du tout corrélés parce que Taïwan est essentiellement sur semi-conducteurs, donc très corrélé avec le Nasdaq. Donc, quelque part, Taïwan, c'est presque une action américaine, si je caricature un peu. Alors, la Chine, c'est autre chose. On joue sur la dollar, on joue sur la baisse de la Fed, mais on joue essentiellement, surtout, sur la politique budgétaire et monétaire chinoise. Quelque chose ici, justement, je fais une résonance avec ce que Lou et Charles disaient tout à l'heure sur la santé de l'économie chinoise. Elle est vraiment pas bonne. Elle est très, très mauvaise. Et les chiffres de ces derniers mois montrent que c'est encore pire que l'année dernière. Ben justement, on est entré dans une phase un peu comme l'Europe en 2012. Tout ce qui est mauvaise nouvelle, ça devient de bonnes nouvelles pour le marché financier. Parce que avec la Fed qui baisse le taux, aujourd'hui, le gouvernement chinois vont pouvoir injecter enfin massivement, d'un point de vue budgétaire et monétaire, sur le marché de capitaux chinois qui est assez enfermé, hein. Donc, ce qui est assez favorable, pourrait être très favorable pour le marché action, contrairement à sa photosynthèse sur l'économie actuelle. Voilà, donc c'est vite comment dire, cette vite présentation pourquoi aujourd'hui la Chine, notamment les mainland, le continent, pourrait être intéressant.
On revient sur aujourd'hui, là, justement, par rapport à cette thématique, hein, un fonds qui est particulièrement intéressant qu'on trouve, c'est Fidelity. Je fais rapidement une introduction pour repasser la main à Christophe, hein, et pour ensuite revenir sur l'analyse détaillée de ce fonds-là. Aujourd'hui, on regarde, c'est Fidelity China Focus, hein, euh, qui bénéficie d'une notation de 5 étoiles sur 5 ans chez nous et un peu moins sur 3 dernières années. Et si on regarde les détails de fonds, voilà, sur 5 dernières années, le fonds surperforme largement ses pairs. Ça, moi, je trouve ça assez notable, hein. Et si on regarde également après, la comparaison par rapport de la moyenne de fonds, c'est intéressant, mais c'est pas le plus parlant. On peut comparer le fonds avec de trackers sur la Chine. Ici, je vais regarder sur 5 dernières années. Sur 5 dernières années, pareil, sur le tracker MSCI China, on voit que le fonds de Fidelity a également une performance très notable. Donc, on va. Christophe, est-ce que tu peux nous présenter un peu la philosophie, la stratégie de ce fonds pour qu'on puisse comprendre un peu la raison de cette surperformance? Merci beaucoup, Yufeng. J'ajouterais quand même que je suis heureux qu'on parle de la Chine aujourd'hui, mais si on revient sur 2 ans, la Chine, c'est 60% de pertes si on prend l'Hang Seng, l'indice, et malheureusement, la plupart des clients n'ont pas vu ce rebond fort de la Chine. Louis Charles et Fidelity, enfin JP et Fidelity, on a beaucoup tenu les pauses sur la Chine. Je dois reconnaître que moi, j'ai toujours tenu le discours qu'il fallait avoir de la Chine, et encore plus aujourd'hui. Et tu l'as dit, hein, c'est un retour finalement, entre guillemets, à une certaine normalité. Le fait que la Chine ne coûtait aussi peu cher au relatif du poids qu'elle a dans l'économie mondiale, même si on le dit, oui, tout n'est pas rose en Chine, mais en attendant, c'est quand même la croissance chinoise qui tire quand même la croissance mondiale. Et la Chine est quand même la deuxième puissance économique mondiale. Et en termes de capitalisation, il y a peut-être 1 an, ça valait 0 dans le MSCI World. Donc, c'est presque un retour pas à la normalité, parce que là, aujourd'hui, on doit toujours avoir des niveaux assez faibles du poids de la Chine dans les MSCI World. Mais avoir 10% de Chine dans les MSCI World en termes de capi, ça serait, je pense, tout à fait normal. Et on en est très loin. Donc, un retour à la normale rapide. Donc, encore une fois, comme l'a dit Louis-Charles, quand on tient des positions, on doit les garder sur le long terme. Et je suis convaincu, pour ma part, que la Chine n'est qu'au début de sa recovery et qu'il faut avoir de la Chine dans son portefeuille, que ce soit des shares chez JP Morgan ou un China Focus chez moi ou un China Consumer. Je ne sais pas si Amundi a des fonds sur la Chine, mais peu importe le fonds chinois que vous prendrez, il faut avoir un peu de Chine dans vos allocations. Ça, c'est mon propos d'introduction qui fait écho à ce que tu viens de dire. Ne pas avoir de Chine aujourd'hui, je pense que c'est dans une allocation à long terme, c'est une grosse erreur stratégique. Après, pour revenir sur mon fonds, ça me fait plaisir de voir ce que tu as montré, comme si Fidelity avait comment dire, un edge sur les compétiteurs et on savait faire la Chine et les autres ne savaient pas faire la Chine. C'est un peu plus complexe que ça parce que on a plein de fonds chinois chez Fidelity, China Focus, China Consumer, Greater China, et China Focus, c'est le meilleur. Donc, on a sorti le meilleur fonds chinois sur 5 ans de Fidelity et je suis ravi. Et la vérité, c'est parce qu'en fait, il était positionné sur un autre segment de la cote que les autres. Parce que si on prend China Consumer, je pense qu'il n'est pas loin de ce qu'ont fait les autres, le track, l'ETF ou malheureusement les autres fonds qui ont moins performé parce que en fait, on était sur des segments qui n'ont pas fonctionné, mais qui fonctionnent. Donc là aussi, ça fait écho à ton parallèle sur les différentes catégorisations de sous-jacents sur la Chine. On voit bien que les A-shares depuis les années reprennent parce que finalement, c'est celle qui avait le plus de retard. Donc, je dirais qu'en fond core chinois, China Focus fait le job. Maintenant, sur les années à venir, je ne suis pas certain que ce soit le meilleur véhicule parce qu'il a déjà pris beaucoup d'avance sur les autres. Mais bon, on va en revenir, mais c'est toujours bien de revenir sur des véhicules qui ont très bien fonctionné et qui fonctionnent encore parce que, pour rappel, il est à plus 17 depuis le début de l'année ou quelque chose comme ça. Donc, c'est quand même remarquable dans un environnement où, on l'a dit,
Les États-Unis, retraités du dollar, c'est pas flamboyant. La tech fonctionne, mais aussi retraité du dollar, c'est un peu moins bien aussi. Donc voilà, la Chine reste aujourd'hui, je pense, peut-être les small cap français ont bien performé, mais le reste, c'est la Chine qui performe le plus depuis le début de l'année. Donc voilà, je vais revenir juste sur l'expertise du fonds et pourquoi ça fonctionne. Euh, voilà, déjà, c'est deux gérants expérimentés. Ça fait un peu classique comme approche, mais c'est important de rappeler que Fidelity, c'est 2000 salariés en Chine. C'est une grosse implantation sur le marché chinois. Une capacité aussi à adresser les épargnants chinois directement en Chine. Ça aussi, c'est notable parce qu'il y a très peu d'acteurs qui peuvent le faire. Et des gérants, comme on l'a dit, il a 20 ans d'expérience. C'est quand même notable sur un marché qui bouge beaucoup. Et le fonds sur la Chine, encore une fois, c'est assez notable. Plus de 3,5 milliards sur un véhicule qui a connu quand même des difficultés à un moment donné parce que le marché chinois corrigeait. Donc, vous imaginez que c'est quand même beaucoup d'argent qui nous est confié sur cette zone-là, sachant que ce n'est pas le seul fonds, encore une fois, chinois. On peut passer à la suite. Et vous allez voir que la philosophie du fonds est indiquée là, et je vous enverrai les slides. On est vraiment dans le pragmatisme absolu. Pour résumer tout ça, on est sur les fondamentaux de Fidelity, c'est-à-dire acheter des entreprises qu'on comprend. Et vous le savez, en Chine, avoir une précision sur les chiffres des entreprises chinoises, ça peut être compliqué. Le fait de les baser localement, le fait de contrôler ce que les entreprises nous disent, c'est une force pour Fidelity. Et le gérant, là, a une approche tout à fait traditionnelle. J'aime bien utiliser ce mot-là parce que c'est ce qui fait la force de Fidelity dans beaucoup de nos fonds. Nous, on fait que ce qu'on comprend, on évite les trucs un peu tordus. Et là, lui, son approche, on va dire, d'un point de vue plus global, c'est une approche value. Donc, on va aller chercher des entreprises un peu moins chères, avec des fondamentaux solides, qui sont moins sensibles à des fluctuations de marché, à la hausse ou à la baisse, et finalement ont des business models qui vont durer dans le temps. En fait, on se projette avec les entreprises sur une durée lointaine et on regarde les niveaux de valo. Ce qui, aujourd'hui, dans l'univers mondial, les niveaux de valo, finalement, inquiètent personne. Dans ce fonds-là, ça l'inquiète. Donc, on a des secteurs qu'on évite et qu'on sous-pondère. Et ces secteurs qu'on a évités et qu'on a sous-pondérés ont plus souffert que le reste de la cote en Chine. Donc, en fait, en relatif, on a bien résisté et on prend le rebond quand le marché chinois repart. C'est quelque chose qui est assez confortable pour nous, assez confortable pour nos clients, mais fallait-il encore savoir que la value chinoise allait mieux tenir que la croissance des valeurs chinoises. C'est exactement l'inverse qui s'est passé dans le reste du monde. C'est les valeurs de croissance qui ont performé aux États-Unis. Et je vous laisse regarder les valeurs value sur le marché américain, c'est une catastrophe. Donc, en fait, le cycle chinois était un peu inversé par rapport au reste du monde et il fallait être un peu contrariant dans son approche sur le marché chinois et avoir de la value. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ce fonds a des performances outstanding, qu'il est 5 étoiles chez Yufeng. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de comparables dans ce cadre-là, mais parce qu'il avait un positionnement, encore une fois, assez unique sur la zone. Ouais. Euh, quelque chose à rajouter de votre côté, j'entends. De mon côté, pour conclure sur les thématiques de la Chine, tout à l'heure, justement, pour toujours faire résonance par rapport à ce que Louis-Charles disait, aujourd'hui, on a quand même un risque du retour de l'inflation aux États-Unis. Alors, donc ça, c'est vraiment un risque, on va dire, pour l'investissement, pour se positionner sur la Chine. Si on pense, on est convaincu que la Fed va baisser la taux parce que l'inflation va continuer à baisser, il n'y a pas raison de ne pas investir sur la Chine, vu ce potentiel de sous-valorisation, vu le potentiel justement de la marge de politique monétaire budgétaire du gouvernement chinois. Encore une fois, moi, de mon côté, c'est vraiment personnel. Je vois le retour de l'inflation américaine, c'est temporaire. C'est vraiment un décalage de l'effet Trump douanier qu'on n'avait pas vu dans le mois précédent. Voilà. Là, on le voit. Mais sinon, fondamentalement, il n'y a aucune raison pour penser que en fait, l'inflation est de retour de manière durable parce qu'il n'y a pas plus de demande. La consommation américaine, elle est stable, elle stagne comment dire, elle est robuste, mais elle n'a pas tendance à augmenter davantage. Le reste du monde, on n'a pas une économie mondiale incroyable. Donc, du côté de demande, c'est très difficile de penser que il y aura plus de demande qu'avant. De l'autre côté, l'offre, la Chine aujourd'hui, elle s'est rouverte. Contrairement il y a 5 ans, la Chine, on a eu le choc inflationniste qu'on a vécu, c'était dû à la guerre Ukraine qui a fait monter le prix des matières premières, mais surtout parce que la Chine a été fermée, donc l'usine du monde. Donc c'est ça qui a provoqué une inflation assez forte pendant 2 ans.
Mais aujourd'hui, on n'a pas tous ces facteurs-là. Donc, c'est très difficile de penser que l'inflation va revenir de manière pour mettre la Fed en difficulté de manière durable. Donc voilà, ça c'est vraiment sur la Chine. Sinon, pour revenir sur le fond, je pense que Christophe a vraiment raison de mettre ce côté disclaimer sur justement pour comprendre la stratégie. Elle est basée sur le value. Et si on veut parier sur on va dire, rattrapage à fond, on veut jouer à fond sur la Chine, et bien, effectivement, peut-être il faut regarder d'autres fonds de Fidelity qui jouent un peu plus axe là-dessus. D'ailleurs, on voit que Fidelity, en termes de corrélation par rapport à China A Shares, sur les 3 derniers mois, c'est qu'autour de 70%, ce n'est pas le plus. En revanche, c'est là qui est intéressant sur l'analyse quand on fait une analyse sur la plateforme d'Investboard, c'est qu'on peut prendre un peu de plus de recul, c'est-à-dire que c'est peut-être le type de fonds qui est intéressant pour tout avoir, c'est-à-dire jouer la Chine en même temps tout en gardant un peu de sécurité. Voilà. Ça, c'est quelque chose de vraiment intéressant. Je propose la diversification, c'est pas pour, je dis toujours à tous mes clients, hein, diversification, c'est pas qu'une question de nombre de lignes, nombre de classes d'actifs dans mon portefeuille. C'est aussi une question de concept, même parfois au sein de sélection de fonds le même type de fonds, on peut avoir un esprit de diversification pour la gestion de risque. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur la thématique pour conclure sur la thématique. Alors, Yufeng, si tu permets, je voudrais juste revenir sur 2-3 petites choses sur la Chine et l'allocation d'actifs. Vous m'entendez? Oui. Super, merci. Nous, on fait de l'allocation d'actifs. Donc, je veux dire que la question, elle est évidemment de diversification, de décorrélation, mais surtout de pondération dans nos différentes thématiques, secteurs géographiques et tutti quanti, comme je dirais rapidement. Faut-il de la Chine dans nos portefeuilles? Oui. Je rappelle qu'une allocation d'actifs, c'est le résultat de toutes les lignes qu'on a mis en face. Donc, il y en a forcément négatives. C'est très rare, et je parle avec des professionnels comme moi ici, hein, c'est très rare d'avoir des portefeuilles complètement ouverts. C'est moins rare d'avoir des portefeuilles complètement rouges, si je puis me permettre, notamment dans les crises hein, et dans les délestages de certaines lignes pour aller se refinancer. Ce que je veux dire sur la Chine, c'est que la question, elle est est-ce qu'on en met 5, 10 ou 15 mais pas la question de dire est-ce qu'on y va ou est-ce qu'on n'y va pas. Pourquoi? Quels sont les avantages d'investir en Chine? Vous l'avez tous plus ou moins dit, mais je vais me permettre de le résumer. Croissance économique soutenue, alors qu'on est quand même dans un contexte global de ralentissement hein, sur les pays occidentaux, mais sur le reste du monde. Une valorisation attractive dans les technologies et l'industrie. Hein, Fidelity est revenu dessus aussi, tout comme Amundi et nos confrères. Des taux d'intérêt bas qui favorisent quand même les actifs risqués. Un soutien gouvernemental sur l'innovation, les infrastructures vertes et la consommation intérieure. Alors, on l'a dit, hein, la consommation, c'est encore timide. C'est pour ça d'ailleurs que les thématiques consommation chinoise ont beaucoup souffert. Une diversification géographique, éventuellement, bien sûr, sur tous les portefeuilles qui sont concentrés sur les marchés occidentaux, et notamment les États-Unis. Après, quels sont les risques? On a quand même des signes de pression déflationniste persistants. On a des risques réglementaires en Chine hein, qui sont encore présents, même si le gouvernement essaie de les atténuer le maximum possible pour avoir des investissements directs. Des tensions géopolitiques avec les États-Unis et l'Europe qui peuvent encore affecter les échanges commerciaux. Une dépendance à la reprise de la consommation intérieure. On l'a dit, on le répète, c'est le gros point noir. Et puis, j'allais dire, un peu de manque de transparence dans les communications financières sur des entreprises côté chinois, mais on voit que ça, on n'est pas non plus, nous, exempts de tout reproche sur nos marchés. Donc, la Chine, oui, il faut se positionner. Est-ce qu'il faut être entre 5 et 10? On nous a dit tout à l'heure, ça devrait peser 10% de MSCI World. Je pense que la position actuelle, elle est là, elle est entre 5 et 10. Si je Voilà. peux ajouter quelque chose, aujourd'hui, dans tous les fonds monde que vous utilisez, il y a pratiquement zéro Chine. Chez Fidelity, par exemple, si on prend un Global Dividend ou un World, il n'y a pas de Chine. Bon, c'est normal, c'est l'indice hors émergent. Mais globalement, tous les fonds monde ont exclu, ou toutes les thématiques ont très peu de Chine. Donc, en mettre de façon pure dans une allocation, ça amène de la diversification et ça amène quelque chose que vous n'avez pas par ailleurs. C'est très important ce que tu dis. Hein. Ça montre aussi qu'on est égocentré en termes d'investissement sur les marchés. Puis je rappelle toujours cette petite boutade, mais qui est certaine. Moi, pour connaître un peu le marché américain et discuter avec des gens qui sont sur le marché américain, ils vous diront, mais les Américains, ils s'en foutent, ils investissent, pardon hein, d'être trivial, hein, ils investissent à 100% sur les États-Unis et le reste du monde, c'est peanuts. Nous, on parle d'architecture ouverte, de diversification ou autre. L'Américain investit en Amérique et sur du produit américain. Et ça marche globalement assez bien, puisqu'il peut aussi diversifier hein, ses investissements avec les gérants de fonds que l'on connaît. Oui, effectivement,
En fait, aujourd'hui, pour jouer sur la Chine, c'est 3 facteurs, hein. C'est le flux, la valo et la marge monétaire, donc le dollar cycle monétaire. Donc, je ne sais pas s'il faut mettre la Chine au fond du portefeuille long terme. En tout cas, tactiquement, c'est quelque chose de très intéressant par rapport au contexte actuel. Voilà. Pas mieux. J'ai dit. On poursuit? Je te laisse, Yufeng. J'ai pas envie d'entrer plus dans le détail. Enfin, j'ai des slides que je vous enverrai avec les différents stocks que vous trouverez dans China Focus. Mais pour la plupart, comme vous le savez, les leaders, vous avez des leaders mondiaux dont le terrain de jeu est que la Chine, parce que je rappelle, c'est 1,4 milliard d'habitants. Et c'est le cas dans China Focus. On va retrouver des valeurs que finalement, on ne connaît pas en dehors de la Chine et qui sont des grosses capis quand même, qui ont des approches. Il y a pas mal d'immobilier aussi dans le fond China Focus. C'est intéressant aussi de le savoir parce que c'était un gros sujet sur l'immobilier à un moment donné où beaucoup de tensions venaient du marché immobilier. D'ailleurs, on n'en parle plus, mais tout n'est pas résolu. Mais en tout cas, l'État chinois a fait en sorte euh, de cadrer euh, toutes ces problématiques-là. Et aujourd'hui, on retrouve un peu de confiance sur ce segment-là. Et finalement, ça peut être aussi le point de départ du retour des consommateurs à la confiance parce que l'immobilier est quand même un gros poids dans l'épargne des Chinois. Donc voilà, dans les slides d'après, si on peut passer. Euh, Bon, les performances. Après, j'ai encore, là, on voit les positionnements, etc. C'est là, voilà. Là, vous avez les valeurs que nous avons. Je vous invite à lire Prosus, Trip, Boyk, China, enfin bref, aucune de ces valeurs, vous les retrouverez dans les portefeuilles globaux qu'on peut avoir par ailleurs. Et c'est ça qui est intéressant, ce que disait Yufeng, c'est que ça amène vraiment de la diversification. Et c'est des valeurs que, pour le coup, il est intéressant de faire appel à des maisons de gestion qui ont une expertise et là, tout l'intérêt d'avoir de la gestion active et des spécialistes de l'investissement en Chine, où nous, on va faire le travail que vous ne pourrez pas faire et qui est impossible de faire sans être basé sur place, quoi. Donc, Mm. le maillage territorial de Fidelity ou de grosses boîtes internationales comme JP ou Amundi, c'est une vraie force pour un groupement comme vous de vous appuyer sur nous. Merci beaucoup, Christophe. Et bah, effectivement, bah, en fait, je confirme sur la plateforme de InvestBoard, en référence de tous les fonds de China, de Fidelity, vous avez une belle gamme là-dessus. Effectivement, tu as très bien souligné, la Chine, c'est un beau, aujourd'hui, d'un point de vue catégorisation de fonds, c'est un beau fourre-tout. On le voit à China, Grand Chine. Déjà, nous, on est l'un des rares qui fait les zones géographiques, Taïwan, Hong Kong, de manière aussi fine. Mais c'est pas comme l'Europe, c'est pas comme les États-Unis. Il y a une comment dire, financiarisation aussi développée. Ceci dit, vous pouvez quand même trouver sur notre plateforme des secteurs, un peu de fonds spécialisés dans différents secteurs. On peut trouver de China Consumer comme Fidelity. On peut trouver de China Tech sur notre plateforme. Voilà, si vous n'avez pas, comment dire, une connaissance très approfondie, bah, je vous conseille d'investir plutôt sur des fonds un peu généralistes, jouer sur vraiment cette thématique de baisse de taux, valorisation. Par contre, si vous avez vraiment une connaissance fine sur les différents secteurs pour jouer ces facteurs-là macro, bah, vous pouvez trouver facilement sur notre plateforme de différents fonds China, de sectoriels ou zones géographiques. Voilà. Je conclus là-dessus. Je repasse la main, je sais pas, à Émilie, Jean-Marc. Je prends la main. Mais c'est bien, Émilie, j'attendais que tu prennes la main. Sébastien, je ne sais pas si tu veux rajouter des points, vu que tu en as parlé un peu tout à l'heure. Si oui, je te laisse prendre la main. Sinon, on passe à Sarah pour le point Private Equity. Non, non, écoute, c'était très intéressant les analyses de mes confrères et de Jean-Marc qui rappelait l'importance de la diversification. Et effectivement, quand on va chercher des fonds globaux aujourd'hui, la Chine est très très sous-pondérée. Donc, avoir une brique pure Chine dans son location à hauteur de 5 ou 10% en satellite, ça a beaucoup de sens et ça permet de ne pas être sous-pondéré sur le marché américain notamment où là, on voit qu'avec la concentration des valeurs tech, ça prend beaucoup d'ampleur dans nos portefeuilles. Voilà, je ne dirais pas plus. Ouais, j'ai une question pour Louis-Charles qui dit rien, mais j'aimerais bien l'entendre Mhm. parce que je sais que l'année dernière, vous n'étiez pas très chaud sur la Chine, ou il y a 2 ans, je ne sais plus, alors que vous aviez été très chaud sur la Chine et aujourd'hui, vous en êtes où?
Non, ça Non. balance, hein. Ah, c'est Non, clair, ça balance. mais non, mais non. Débrouille-toi. Attends, on ne Non. pouvait pas savoir. On pouvait pas Et, savoir Mais non bien plus. sûr, c'est évidemment, le but. nous c'est sûr qu'on avait beaucoup d'investisseurs qui étaient relativement lassés par la contre-performance de la Chine, à laquelle on croyait. Nous, on était moins positifs dans la mesure où on disait pas aux investisseurs, allez-y. Par contre, on disait aux investisseurs qui en avaient déjà, surtout, restez-y. En fait, c'est un peu ça. Donc, c'est pas une réponse de Normand, mais c'est plutôt, voilà, si vous êtes déjà investi, ça serait quand même dommage de sortir avec une contre-performance. La bonne performance viendra. Est-ce que ça viendra demain, après-demain, on ne savait pas. Mais c'était plutôt ça, en fait, dans le sens où on n'était pas très positif, on voulait pas orienter nos clients qui n'en avaient pas là-dessus, parce qu'on ne connaissait pas le timing du rebond. Mais pour ceux qui étaient déjà dans le bain, surtout ne sortez pas. Voilà. Et cette année, c'est quoi votre vision sur la Chine? Nous, on est Et, positif. cette année, on est positif. Comme l'a rappelé aussi Sébastien, c'est un très bon outil, un très bon moyen de diversifier. C'est un petit peu dans la MSCI All Country World, mais c'est rien que dans le MSCI World. Donc, il n'y en a pas dans les portefeuilles, il faut en avoir. Les niveaux de valorisation restent quand même largement soutenables et le potentiel est là. Mais c'est fondamental ce que dit Louis-Charles. C'est vraiment la psychologie, en fait, j'allais dire, de l'investisseur lambda, de nos clients. C'est de toujours regarder les fonds qui baissent et de ne pas comprendre que c'est le résultat global de l'allocation d'actifs qui compte. Et j'engage d'ailleurs en face nos amis experts comptables à toujours ramener le client au total de l'allocation d'actifs. Bien sûr qu'il faut regarder le ligne à ligne, mais on est parfaitement capable d'expliquer qu'un fonds soit négatif cette année. On a parlé de China Consumer, pardon, sur la partie consommation. Ce qui compte, c'est de pouvoir expliquer non pas la contre-performance, mais tout simplement la performance sur une thématique. Je faisais une allocation d'actifs pour un client d'expert comptable hier qui voulait absolument une allocation d'actifs avant même de regarder son patrimoine ou quoi que ce soit. Donc, je lui propose une allocation d'actifs en dynamique, ce qu'il voulait. Je prends une minute pour raconter ça. Le client, ce qu'il voit, c'est que dans l'allocation d'actifs, il y a sur 12 OPCVM, il y en a 4 qui sont négatifs. Et il me dit, mais vous vous rendez compte, ces 4-là sont négatifs. Et je lui dis en souriant, monsieur, sur 10 ans, cette allocation d'actifs qui est déjà suivie, je me suis servi de l'outil de Yufeng, je lui dis, ce que vous ne regardez pas que ça fait 173% en 10 ans, vous regardez que depuis le début de l'année, 4 des 12 fonds sont négatifs. Et je lui dis, j'aurais perdu un temps fou si j'avais voulu maquiller les comptes. À aller me dire, il faut que je trouve des fonds qui soient à la fois positifs cette année et qui n'aient jamais été négatifs sur les 10 ans qui viennent. Je lui dis à un moment, il ne faut pas avoir peur de la transparence. Il y en a qui le font. Si c'est vous présenter une allocation d'actifs en sélectionnant les fonds, on peut le faire au doigt levé, tranquille, avec le truc de Yufeng. Mais c'est mentir. C'est pas une allocation d'actifs, ça. Ça, c'est de l'escroquerie. Voilà. Donc, une allocation d'actifs, elle a chaque année plusieurs lignes négatives. Il faut l'assumer. Et à partir du moment où on a une explication pour ça. Et souvent, ces lignes négatives sont des lignes qui ont été pourvoyeurs de rendement, de croissance dans les années d'avant et qui retrouveront à un moment donné le rebond. La seule chose qu'on doit regarder, c'est quand habituellement il rebondit, est-ce qu'il rebondit autant ou plus vite que le secteur ou le marché? C'est ça en fait qui va déterminer si un fonds n'est plus dans le timing, si un investissement n'est plus dans le timing. Qui baisse comme le marché ou son marché n'est pas un sujet. Par contre, quand son marché remonte, s'il ne remonte pas aussi vite ou plus vite, on commence éventuellement à avoir un problème, on le met sous surveillance. Et encore une fois, une surveillance, ce n'est pas d'une année sur l'autre, c'est 3 ans. Voilà. Parce que quand un fonds, même, prenons un extrême, si j'ai un fonds qui baisse, pardonnez-moi, de 40%, mais que j'en ai 10% dans mon allocation d'actifs, il baisse de 4. L'impact sur l'alloc, il est de 4. C'est de la mathématique de 6e, presque de CM2 même. Mais parfois, il faut le rappeler avec le sourire et gentiment. Voilà. Merci, C'était mon coup de gueule. Non, Je mais suis en merci. retard, Complètement je gueule. d'accord. Voilà. Merci de le rappeler tout ça. Sarah, C'est à moi. Bonjour à toutes et à tous. Alors, comme chaque trimestre, je reviens vers vous pour vous parler de private equity. Je vous propose de prendre un peu de hauteur aujourd'hui et vous montrer comment cette classe d'actifs s'inscrit dans une réflexion large et notamment comment elle peut répondre à la question suivante: et si le private equity pouvait contribuer à relever l'un des grands défis de notre époque, celui des retraites? Pas comme une solution miracle, mais plutôt comme un levier structurel que certains pays, dont les États-Unis en tête, ont intégré depuis longtemps dans leur politique de financement de la retraite.
Pour comprendre cela, faisons un pas de côté. Aux États-Unis, les fonds de pension, c'est-à-dire des fonds qui structurent et gèrent l'épargne retraite de leurs affiliés en investissant sur les marchés, se trouvent depuis longtemps confrontés à un double défi. D'un côté, le vieillissement accéléré de la population, de l'autre, une exigence croissante de performance pour tenir leurs promesses vis-à-vis des retraités. Or, les marchés cotés, obligations et actions ne suffisent plus. Les obligations ont été durablement pénalisées par des taux bas et les marchés boursiers volatiles exposent à des risques difficiles à assumer sur le long terme. C'est dans ce contexte que le private equity a pris une place croissante. Il s'agit d'investir dans des entreprises non cotées avec une logique de transformation et de création de valeur. Contrairement au placement traditionnel, le gérant de private equity ne se contente pas d'acheter des titres, il accompagne plutôt les entreprises, il les restructure, il optimise et il ouvre de nouveaux marchés. Il s'agit directement de créer de la croissance durable. Les résultats sont mesurables. Sur 10 ans, à fin 24, l'indice du Cambridge Associates US Private Equity net de frais sur le buyout et le growth affiche 15,1% par an de TRI contre 13,1% pour le S&P 500 sur la même période, ce qui illustre la prime de long terme du non-coté aux États-Unis. Et les allocations suivent. CalPERS, le plus grand fonds de pension public américain, a relevé sa cible en private equity à 17% de ses actifs, avec une fourchette entre 12 et 22% selon les conditions de marché, soulignant le rôle stratégique de cette poche dans la performance de long terme du régime. Aux États-Unis toujours, TIAA, un fonds de pension du secteur académique, investit en PE au sein de son General Account, c'est-à-dire le portefeuille général destiné à garantir les prestations assurantielles à long terme, comme les rentes viagères. Au 30 juin 2025, les fonds de private equity et co-investissement représentaient 4,1% de ce portefeuille, intégré à une allocation globale d'environ 15% en actifs alternatifs, selon leurs données officielles. Mais au-delà des chiffres, ce qui est frappant, c'est le rôle stratégique du private equity. En investissant sur des horizons longs, de 7 à 10 ans en moyenne, les fonds trouvent une stabilité qui correspond parfaitement à la temporalité de leurs engagements vis-à-vis des retraités. L'illiquidité, souvent perçue comme un défaut, devient en fait une réalité une garantie de discipline. On immobilise les capitaux, mais on finance en profondeur des entreprises qui, à terme, soutiennent à la fois l'économie réelle et les pensions. Bien sûr, cette stratégie comporte des risques. Sélectionner les bonnes entreprises, exécuter des plans de transformation ambitieux, supporter des frais de gestion plus élevés que sur d'autres classes d'actifs, tout cela n'est pas anodin. Mais la conviction dominante aux États-Unis est que les bénéfices compensent largement ces défis. Ce modèle repose aussi sur un aspect sociétal. Le private equity peut devenir un outil de financement durable. De plus en plus de fonds intègrent des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Nordic Capital, par exemple, en Scandinavie, son portefeuille inclut des entreprises dans la transition énergétique, du recyclage ou encore de l'agriculture durable. On voit bien que cette approche, en finançant des acteurs alignés sur les grandes transitions, concilie rendement financier et impact social. Alors, qu'en est-il en France et en Europe ? Nous partons d'une situation bien différente. Le système français repose d'abord sur la solidarité intergénérationnelle. Il est redistributif et offre une couverture relativement élevée, mais sous pression. Le modèle américain, fondé en partie sur la capitalisation, a intégré beaucoup plus tôt le private equity dans les portefeuilles. En France, la culture est différente. Nous privilégions l'immobilier, nous restons prudents vis-à-vis du risque financier et les contraintes réglementaires, comme le Solvabilité 2 ou ERP2, freinent le déploiement du non-coté. Cela dit, des évolutions sont en cours. L'Europe a mis en place un fonds LTIF qui vise à faciliter l'investissement de long terme. En France, les réformes récentes des retraites ou des plans d'épargne retraite ouvrent progressivement la porte à une diversification plus ambitieuse. L'idée d'un nouveau modèle hybride combinant répartition et capitalisation commence à faire son chemin. Les simulations le montrent. Même si des apports modestes investis régulièrement en private equity peuvent sur plusieurs décennies générer des compléments de retraite substantiels grâce à la mécanique des intérêts composés. C'est aussi un enjeu pédagogique. Il faut expliquer, rendre concret et montrer que ce type de placement n'est plus réservé à une élite financière, mais qui peut être intégré progressivement et de manière encadrée dans des stratégies patrimoniales des épargnants. En définitive, ce qu'il faut retenir, le private equity n'est ni une baguette magique ni un risque insurmontable. C'est un outil. Aux États-Unis, il a toujours fait partie de l'arsenal d'investissement des grands fonds de pension, mais son poids n'a cessé de croître au cours des dernières décennies. Il leur a permis de redonner souffle à des systèmes de retraite fragilisés tout en finançant l'économie réelle. En Europe, et particulièrement en France, son potentiel est immense, à condition de l'adapter à nos spécificités réglementaires, culturelles et sociales. Il s'agit d'un choix collectif. Voulons-nous que l'épargne longue finance davantage nos entreprises et nos retraites, ou voulons-nous concilier performance, stabilité et responsabilité sociétale ? Le débat reste ouvert. Mais une chose est certaine, face aux défis démographiques, aux tensions budgétaires et aux attentes de rendement, nous ne pouvons pas nous permettre d'ignorer cette classe d'actifs. Je conclurai en disant ceci. Investir dans le private equity, c'est investir dans le temps long. C'est accepter une certaine illiquidité aujourd'hui pour sécuriser la stabilité de demain. Et en ce sens, c'est une classe d'actifs profondément alignée avec la logique même de la retraite. Pour celles et ceux qui souhaiteraient à titre personnel se poser au private equity, des offres millésimées proposées par des acteurs comme Altaroc existent et permettent d'accéder à cette classe d'actifs dans un format diversifié, structuré et totalement adapté aux particuliers.
C'est une façon concrète de répondre à des enjeux patrimoniaux de long terme, notamment en matière de préparation de la retraite. Et la prochaine fois, je vous montrerai comment les investisseurs institutionnels investissent réellement en private equity et quelle est leur stratégie. C'est tout pour moi. Je vous remercie. Merci Sarah. Alors, tu as parlé très rapidement des LTIF ou des FELT, hein, les fonds européens d'investissement long terme. Tout à fait. Alors, en disant que oui, c'est une spécificité, il va falloir s'adapter au niveau réglementation européenne ou autre. Je fais quand même une petite parenthèse là-dessus. Vous allez voir dans les semaines et les mois qui viennent des acteurs qui vont déferler avec les LTIF, et notamment des acteurs venant de grandes sociétés américaines, hein, Goldman Sachs par exemple, vous avez aussi Ares Capital Management ou autres, qui ont racheté des groupes français et qui vont leur permettre du coup, ça fait des années qu'on en parle et je ne sais pas si on peut dire c'est enfin arrivé, mais en tout cas, on voit que la finance américaine va inonder l'Europe de ce genre de fonds. Je rappelle juste, hein, là on est sur du financement alternatif, sur les LTIF, c'est-à-dire que, étant donné que les banques, hein, y compris en Europe, ont du mal à financer les PME, les ETI ou autres, on va avoir ces fonds-là qui vont proposer quoi? Qui vont proposer de faire du crédit, hein, donc du financement pour le développement. Attention à la liquidité, parce que ces fonds-là, par nature, sont illiquides. Bien sûr, l'Europe va demander que s'il n'y a pas j'allais dire, d'allant fiscal dedans, qu'on prévoit des moments de liquidité pour le fonds, pour des gens qui voudraient sortir, mais dans les faits, on n'a aucune liquidité. Nous sommes sur des classes d'actifs, comme vous le savez, qui peuvent être problématiques en termes de casse. Et puis surtout, ce n'est pas une question de rendement. Les rendements peuvent être magnifiques, Sarah, tu as raison, mais chez Altaroc, vous avez ça dans le sang, c'est-à-dire que vous savez que c'est une position patrimoniale, hein. Nous, on fait du conseil patrimonial. Et j'assiste en ce moment à des réunions de grands groupes indépendants de CGP ou autres qui sont en train de vendre du LTIF. Et la façon dont c'est vendu me pose question quant à la visée patrimoniale, hein, de ce type d'investissement, qui bien sûr, c'est du rendement, qui bien sûr est un potentiel de diversification, mais sur lequel le client ne se rend pas compte souvent que c'est quelque chose qui peut avoir un impact extrêmement fort en fonction de la pondération qu'on va mettre dans son portefeuille et de la visée, hein, qu'il a sur la disponibilité de ses fonds. Nous, on reste sur du patrimoine et on pondère tous ces actifs-là. Merci, Sarah. Mais prochaine fois, il nous faudra des graphiques. Très bien. Merci beaucoup. Avec plaisir. Émilie? Oui. Bosse aujourd'hui. Je arrive en retard, je suis puni. Là, c'est le tour aux questions. Si jamais vous en avez, je vous laisse les poser dans le chat. Et nos assets et Jean-Marc ou Sarah y répondront. Moi, j'ai une petite question sur le private equity, justement. Je ne sais pas si Sarah, il est possible de... Je sais, c'est très difficile d'avoir un historique de théorie du secteur, et puis ça ne veut pas dire grand-chose, parce que ça veut dire c'est vraiment la performance passée quelque part comme les autres actifs. Et là, je pense que ça peut être intéressant, si c'est possible, d'avoir un graphique de l'évolution de valorisation, justement, que les entreprises en moyenne, la valorisation moyenne que les entreprises acquises via ce fonds. Pour moi, ça peut être vraiment un indicateur avancé parce que, par exemple, si aujourd'hui la valorisation est très basse, encore une fois, je m'attache un peu à ce que je connais, hein, et tes entreprises, est-ce que ça ne veut pas dire que quelque part, on est dans une phase de value, hein, que, en fait, avec justement la baisse de coût de l'argent, la baisse de taux, on peut espérer un peu une hausse de TRI à futur. Voilà, c'est juste ou l'inverse, hein, ça peut être une conclusion à l'inverse. Juste voilà, je ne sais pas si c'est possible d'avoir ce genre de graphique. Jean-Marc a parlé du graphique. Moi, Oui, alors je peux vous donner des graphiques. C'est vrai que ça va être par secteur qu'on va voir, les niveaux de revalorisation des entreprises. Il y a eu notamment sur le logiciel, effectivement, des pics de valorisation sur les années 2021-2022. On fait très attention quand on sélectionne des gérants et des stratégies, de aussi faire en sorte qu'il n'y ait pas que les sociétés ne soient pas achetées trop cher, parce qu'il va y avoir un effet de revalorisation. On va acheter X fois les l'EBITDA, mais ça correspond à beaucoup trop en termes de valeur. Donc, on est très attentif. Et je vous donnerai les graphiques si vous voulez. J'essaierai de faire un panachage par secteur, en tout cas sur les secteurs sur
lesquels nous, Altaroc, nous sommes positionnés. Voilà, ceux qu'on pense être à la fois les plus résilients et ceux qui présentent la meilleure potentiel de croissance. Meilleure valeur. Je vous donnerai ça la prochaine fois. Super. Après, il est vrai que sur la classe d'actifs du private equity, la plus grosse difficulté qu'il y a, c'est d'avoir de l'information, hein. Les gens sont habitués à avoir de l'information au fil de l'eau, avoir des relevés quand ils veulent ou autre. Et finalement, les deux temps j'allais dire, de l'information qu'on a, ils sont même décalés. C'est quand on vient voir la valeur nette, hein, comptable du portefeuille, et puis qu'on fait ça en général, hein, en juin, quand c'est fait une fois, et puis en décembre, et il y a un décalage de 3 mois. Donc, c'est la plus grosse difficulté pour moi dans le private equity aux clients. C'est il n'y a pas une culture. C'est difficile aussi. Par définition, c'est non coté et c'est du non comptable, hein. Mais il n'y a pas non plus une vraie communication. Il y a des efforts à faire. Alors, encore une fois, je parle en général, hein. Oui. Il y a quand même un effort à faire ou un équilibre à trouver entre le client investi, et on le voit particulièrement bien sur tout ce qui est défiscalisant, hein, les fonds d'investissement de proximité, les FCPR ou autres. Avoir de l'information, même pour nous les professionnels, c'est très compliqué. Mais ça, Ouais. c'est là-dessus, je pense que d'une manière ou d'une autre, la réglementation européenne va peut-être apporter quelque chose quand c'est possible, c'est-à-dire sur cette obligation de donner quand même un minimum d'informations fiables et concrètes. Et souvent, en fait, c'est des informations bilancielles, c'est pas des histoires, c'est des plus et des moins, hein, et puis c'est une valorisation du portefeuille. Oui, c'est vraiment la particularité de cette classe d'actifs qui n'est pas forcément intuitif avec ceux dont on a l'habitude, des marchés publics. On a l'information presque au jour le jour des valeurs liquidatives quotidiennes. Là, c'est vraiment nous qui sommes un fonds de private equity, ce qui fait vraiment notre force, c'est notre comité d'investissement qui gravite dans cet environnement depuis longtemps et qui, du coup, s'est bâti sa propre base de données propriétaire. C'est vraiment ce qui va faire qu'on va aller chercher la meilleure stratégie, le meilleur fonds, celui qui a fait des performances historiques remarquables, bon, c'est le but du jeu, mais surtout d'être rentré dans le détail de son fonctionnement, de sa stratégie, de sa gouvernance depuis les 20 dernières années pour être sûr qu'il restera parmi les meilleurs gérants du monde. Nous, la seule chose qu'on peut faire à notre niveau et ce qu'on fait, c'est de donner des reportings trimestriels à nos investisseurs. Alors, avec ce décalage trimestriel, le temps de consolider bien évidemment la remontée d'informations, mais d'être les plus transparents possibles sur à la fois le déploiement, les opérations, les acquisitions, les valeurs d'acquisition, les valeurs de cession, la répartition du portefeuille et les choix à la fois des gérants sur l'acquisition de ces sociétés-là et sur nos choix à nous d'avoir sélectionné ces gérants. Mais c'est vrai que la communication, l'information fait pas partie intégrante de la classe d'actifs et c'est quelque chose que nous, on essaie de craquer chez Altaroc pour rendre l'investissement le plus immersif et le plus lisible possible pour nos investisseurs qui s'engagent sur 10 ans. Alors après, dernière remarque, mais elle est habituée à la gestion de portefeuille. Je pense vraiment, après on peut me dire le contraire, mais que c'est vraiment une classe d'actifs à part et c'est vraiment une gestion à part. Je m'explique. J'aime j'aime isoler cette poche et faire du re-up. Re-up, pourquoi? C'est quoi? Ça veut dire que par exemple, le private equity défiscalisant, c'est une hécatombe. Pourquoi? Parce que le client, à un moment donné, il va payer beaucoup d'impôts, il achète une fois du private equity cette année-là, et il n'en a pas d'autre. Or, on peut avoir une pépite, on a de la chance, hein. Le fonds va bien marcher pendant 6-7 ans, il va liquider correctement et rapidement, et puis le client va faire plus 40. Et malheureusement, souvent, comme il a pris qu'un fonds et que ça correspondait une fois et que ça n'est pas pris comme de la stratégie, il ne comprend pas que c'est vraiment du risque, parce que non-coté ne veut pas dire action et risque-action. Ça aussi, c'est la pédagogie financière, hein. Et que le but, il est quand même de déterminer avec le client et de prendre des clients qui ont capacité, hein, à chaque année ou régulièrement se créer un portefeuille de private equity et donc de diversifier à la fois ses investissements, mais aussi ses sorties et sa liquidité. Oui. Donc ça doit être géré à part entière en re-up, pardon pour l'américain, mais c'est le fait de chaque année réinvestir pour justement, on peut avoir de la diversification et de la décorrélation dans un portefeuille de private equity lui-même, hein. C'est ça qui est compliqué. Mais surtout pas de coûts, à mon sens. C'est-à-dire, voilà, où je paye des impôts, ou à un moment donné. Ah, c'est pareil pour les produits structurés, hein. On pourra faire un spécial produit structuré, Yufeng. Alors, je sais que pour l'instant, Evansboard n'est pas sur le créneau des produits structurés en machine, mais on pourra peut-être, à un moment donné, voilà, s'arranger entre nous pour qu'on fasse un petit point sur les structurés. Je suis même sûr que tu as des choses à dire.
Merci Jean-Marc pour le message. Oui, effectivement, en plus, moi, un background à la base structureur, c'est quand même Je sais. indécent à la base. Je n'ai pas intégré le produit structuré sur la plateforme. D'ailleurs, comme on a fonds private equity, on a vraiment l'ambition là-dessus, mais les deux classes d'actifs, il y en a, bah, c'est deux problématiques différentes. Il y a le private equity, bah, on a évoqué ici, c'est vraiment de data. Nous, on est une plateforme qui permet de vraiment structurer, optimiser le portefeuille afin de vraiment d'offrir le portefeuille le plus consistant, robuste dans le temps pour nos clients. Et là, c'est pas private equity, quand il n'y a pas de data, ça ne permet pas de créer cette homogénéité de data storytelling en termes de risque, d'analyse de risque. Donc là, bah, moi, je suis content d'entendre que Sarah, de votre côté, vous travaillez là-dessus. Bah, moi, je serais ravi de vous pouvoir écouter votre démarche là-dessus, si bah, même intégrer éventuellement vos fonds sur notre plateforme. Et après, sur le structuré, c'est une question de complexité de risque, parce que le risque de structurer, simple que ça peut écrire sur une brochure, hein, mais c'est tout sauf simple, c'est très convexe, c'est pas la même chose que les autres lignes qu'une Non. action, qu'une obligation. Et bah, quand on introduit un structuré, bah, tu as raison, c'est vraiment un actif à part, hein. Il faut mettre dans un fonds de portefeuille. Et là-dessus, on a besoin d'avoir vraiment une force pour disséquer davantage le risque. Ah oui, sachant que ça pourrait être étudié à un moment donné, mais personne n'a encore attaqué ce marché-là, c'est-à-dire un fonds de structuré, c'est-à-dire une gestion qui gérerait les entrées et les sorties, hein, et le roulement de tout ça. Personne ne s'est mis dessus. Je pense qu'il y a suffisamment de frais, peut-être qu'en rajouter une couche, peut-être qu'en rajouter une couche, ce serait compliqué. Voilà. Merci. Émilie, où en sommes-nous? Sur la fin. Y a-t-il des questions, des réponses, des remarques? Alors, on me dit, Sarah, que c'était trop rapide dans ta lecture. Je ferai attention la prochaine fois. Et y a-t-il des questions de fond? Eh bien, écoutez, s'il n'y en a pas, mesdames et messieurs, merci pour tout. Et puis, on se voit le mois prochain. Merci à vous. Merci à Bonne journée. tous. Merci. Au revoir. Merci revoir. à tous, au revoir.